Bonjour. Grand Angle aborde aujourd'hui un vaste sujet, celui des guerres, au pluriel, du président turc Erdogan. Pour en parler, 4 invités, dont 2 sur ce plateau. Tout d'abord Tigran Yegavian. Tigran Yegavian, vous êtes journaliste spécialiste du Proche, du Moyen-Orient et du Caucase, et également vous êtes membre du comité de rédaction de la revue Géopolitique Conflit, dont nous pourrons peut-être parler tout à l'heure. Et face à moi également Charalambos Petinos, historien. L'un de vos ouvrages dont nous allons parler, c'est Chypre face au néo-ottomanisme de la Turquie d'Erdogan. Bonjour. Et nous avons par Skype, donc à distance, à Aix-Marseille, Taline Papazian, enseignante au département d'études moyen-orientales de l'université d'Aix-Marseille et auteur de L'Arménie à l'épreuve du feu. Et nous avons également à Athènes Cengiz Aktar, professeur invité à l'université d'Athènes, professeur de sciences politiques et auteur d'un ouvrage Le malaise turc. Nous allons commencer avec vous, Tigran. C'est vous qui avez en grande partie mené les réflexions sur cette émission avant que nous la réalisions. En ce qui me concerne, je pensais peut-être bêtement que la crise actuelle entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan était due à un incident provoqué par l'Arménie en juillet, au cours duquel l'Arménie avait tué un général et plusieurs officiers de l'Azerbaïdjan. Est-ce que c'est une version qui ne correspond pas ? C'est peu plausible en tous les cas, puisqu'on se situe aujourd'hui dans un contexte complètement nouveau, une nouvelle donne en cours. Depuis le 27 septembre, l'armée azerbaïdjanaise, épaulée par l'armée turque, a lancé une vaste offensive tout le long des 300 km de la ligne de front qui sépare le Karabakh, la République autoproclamée du Karabakh, du reste du territoire azerbaïdjanais. Et la nouveauté dans cette affaire, c'est que pour la première fois, on voit la présence avérée de la Turquie. La Turquie est un acteur à part entière de ce conflit. La Turquie agit dans cet échiquier caucasien complexe qui, à la base, est un précaré russe. Donc la question qu'on devrait se poser à l'heure où je vous parle, c'est comment en est-on arrivé là ? Pourquoi ? Qu'est-ce que cherche la Turquie dans ce nouveau conflit ? Et pendant toute la phase des printemps arabes, entre guillemets, la Turquie a misé beaucoup pour son expansionnisme, elle a beaucoup misé sur les frères musulmans. Et on a vu qu'elle a mordu la poussière en Égypte, qu'elle a des relations exécrables avec ses voisins, à Chypre, avec la Grèce, la mer Égée, la Libye. Elle est empêtrée en Libye, enfin il y a un conflit en cours, en Irak du Nord, en Syrie. Et ce qu'on peut comprendre, c'est que d'un côté, la Turquie est profondément fragilisée par une crise économique structurelle, par l'effondrement de sa livre, par la baisse de popularité du pouvoir d'Erdogan, de l'AKP, puisqu'il a perdu les municipales de 2019. Et d'un autre côté, on peut comprendre que le président Erdogan a intérêt à entretenir des crises géopolitiques dans la région. Parce que ces crises, comme je vous l'ai cité, vous avez plusieurs fronts, la Libye, la Syrie, bien, le Liban aussi, il est très actif au Liban, peut-être demain les Balkans, aujourd'hui l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le Karabakh. Toutes ces crises-là permettent à retourner un rapport de force qui, au départ, ne lui est pas favorable. Mais peut-on dire que toutes ces interventions turques dans tous les pays dont vous avez parlé, et avec de gros moyens, c'est uniquement pour asseoir sa popularité, n'est-ce pas ? Ne peut-on pas dire aussi que, d'un autre côté, c'est un brillant tacticien ? Bon, déjà, seulement un matamor qui se fait mousser partout. On doit être très prudent quand on emploie des adjectifs comme néo-ottomanisme ou panturquisme. Certes, il y a un vernis idéologique, mais je pense sincèrement que ce qui définit le président Erdogan, c'est son opportunisme. Et cet opportunisme est ce qui le maintient au pouvoir par tous les moyens. Il avait essayé plusieurs cartes. Il avait essayé la carte européenne lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 2002 pour pouvoir chasser l'armée. Et je pense que notre ami Cengiz Aktar pourra en parler bien mieux que nous. Et on voit bien que toutes ces crises géopolitiques structurelles lui permettent, d'occuper l'opinion publique qui est profondément inquiète par la chute de son pouvoir d'achat en Turquie, etc. Et c'est la première préoccupation des Turcs, c'est leur niveau de vie qui est en train de baisser. Donc de permettre aussi de consolider sa base électorale, puisqu'il a fait alliance avec l'extrême droite ultranationaliste, et aussi d'avoir une rente, parce que ça lui rapporte de l'argent. Je vais appeler maintenant Taline Papazian, qui est donc à Aix-Marseille. Taline Papazian, quel est votre point de vue sur le conflit en cours actuellement entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan ? Et comment appréciez-vous l'intervention du président Erdogan dans cette affaire ? Donc la Turquie
essaye en fait d'ouvrir un nouveau front. Je pense qu'il y a eu peut-être une erreur d'appréciation en fait de l'opportunité de ce nouveau front au Caucase de la part de la Turquie, dans le sens où sans doute un peu rapidement, les Turcs avaient analysé, disons, la situation de l'Arménie comme étant un peu comparable du point de vue étatique au cas des États, notamment en Syrie ou sur les autres fronts dans lesquels la Turquie intervient, où les États sont faibles, structurellement faibles. Si on voit depuis déjà maintenant 13 jours cette guerre se poursuivre et ne pas décroître en intensité, un des facteurs qui l'explique aussi, c'est ce mauvais calcul, dans le sens où les États qui sont en place là-bas, en tout cas je vais parler pour celui que je connais bien, c'est-à-dire pour l'État arménien, ne sont pas des États faillis. Les structures militaires fonctionnent, le commandement centralisé fonctionne, et je dirais que en ce qui concerne, disons plus précisément, la situation depuis 2 ans, l'État s'est même renforcé du fait du mouvement démocratique très important qu'on a vu émerger en Arménie en 2018 et se poursuivre depuis. Oui, mais l'équilibre des forces ne joue pas en faveur de l'Arménie. Absolument pas, vous avez raison. Et ce qu'on a l'impression quand même d'observer, si on s'en tient aux réalités militaires sur le terrain, alors avec toutes les précautions qui s'imposent, parce qu'en temps de guerre, il est très difficile de faire la part des informations vraies ou fausses et d'évaluer, disons, avec certitude leur degré de fiabilité, mais on a l'impression quand même qu'il n'y a pas d'avancée décisive majeure ou suffisamment significative pour faire diminuer le conflit d'intensité depuis maintenant 13 jours. Donc, en dépit de cet équilibre des forces, vous avez raison de souligner qu'a priori, il n'est pas en faveur de l'Arménie. Il y a aussi d'autres facteurs de mobilisation qui font que les plus forts dans cette affaire ne s'en sortent pas facilement. Et quelles sont les raisons de l'intervention d'Erdogan aux côtés de l'Azerbaïdjan ? Le soutien rhétorique a toujours été très clair. Donc, en fait, la Turquie, depuis 1920, a à cœur, si vous voulez, de garder un œil sur la manière dont les enjeux territoriaux du Caucase du Sud se définissent. Et le Haut-Karabakh était un des enjeux territoriaux du Caucase du Sud au moment où le traité de Lausanne a été signé et juste un petit peu avant où les républiques se sont fait soviétiser, donc les républiques d'Arménie, d'Azerbaïdjan, et où le Haut-Karabakh a été cédé à la République soviétique d'Azerbaïdjan par Staline. Et déjà en 1990, quand le conflit a ressurgi, la Turquie était particulièrement soucieuse de garder un œil, de garder tant que possible la main sur l'avenir de cette région. Donc là, il y a un couple régional qu'il faut prendre en fait en considération en même temps. C'est la République du Nakhitchevan que vous voyez, que vous voyez donc excusez-moi parce que je regarde la carte à l'envers, mais donc à la frontière entre l'Iran, la Turquie et l'Arménie, et qui est une république autonome azerbaïdjanaise, et la région autonome du Haut-Karabakh. Et pour la Turquie, changer le statu quo dans le Caucase du Sud, c'est potentiellement, si ce statu quo était changé en faveur de l'Arménie, d'un rattachement ou d'une indépendance du Haut-Karabakh en Arménie, ce serait donc avoir reculé par rapport à cette position de 1920. Erdogan l'a dit parfaitement clairement cet été, le traité de Lausanne est un traumatisme pour la Turquie et la Turquie est en train de tout faire pour revenir, pour détruire les conséquences de ce traité. Tigran, parlons un peu aussi maintenant des implications autres du président Erdogan. Vous les avez listées tout à l'heure. En dehors de celle en Arménie qui est en ce moment en cours, il y a d'autres fronts sur lesquels l'armée turque est très active. Est-ce que c'est la Syrie ou est-ce que c'est la Libye qui est le plus important pour le président Erdogan ? Non, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le président Erdogan ne peut pas avancer en Grèce, par exemple, en mer Égée. Il a été bloqué. On a parlé tout à l'heure du traité de Lausanne de 23. Bon, juste pour expliquer à nos auditeurs ce que c'est que le traité de Lausanne. C'est le traité en fait, qui enterre la question arménienne, la question assyro-chaldéenne, la question grecque, et qui sanctuarise une république de Turquie, laïque, kémaliste, qui a gagné, si vous voulez, la guerre contre les Français, les Anglais, les Grecs, après l'effondrement de l'Empire ottoman. Et donc ce traité de Lausanne, il est important aussi parce que ça permet de comprendre les frontières actuelles de la Turquie et pourquoi la Turquie est gênée par la frontière maritime avec la Grèce et le plateau continental de la mer Égée. Donc la Turquie veut se débarrasser de ce traité pour poursuivre son expansion. Elle est freinée en Syrie
par la Russie. Elle est freinée en Libye aussi, plus ou moins par les Émirats arabes unis, en moindre mesure par la France, même si elle a considérablement établi des acquis stratégiques sûrs, parce qu'elle a des bases, en Libye. Elle a d'excellentes relations avec le Qatar, c'est bien le seul pays arabe avec lequel elle a un vrai partenariat. Mais pour revenir à votre question, ce qui m'intéresse moi surtout aujourd'hui, c'est de parler des conséquences calamiteuses et de cette politique erratique au Caucase, puisque Erdogan non seulement allume un nouveau brasier, une nouvelle source d'instabilité, en important des quantités, donc on parle de 500 à 1000, 1 millier, au moins 1 millier de mercenaires, des mercenaires qui viennent du nord de la Syrie. Donc, ce sont des mercenaires turcs. Ils sont syriens d'ethnie turcomane, pour la plupart, c'est-à-dire qu'ils sont turcophones, financés par la Turquie. Ils sont recrutés par des agences privées turques. En fait, ils transitent par des aéroports turcs pour aller en Azerbaïdjan, où ils sont payés entre 1 500 et 2 000 $ et ils reçoivent la nationalité turque. Alors on parle de ces mercenaires-là, c'est important parce que ce sont des gens qui sont un peu les obligés d'Erdogan, parce qu'ils ont fait les guerres d'Erdogan en Syrie et en Libye. Ce sont des gens qui depuis des années ont combattu les Russes en Syrie, donc ils ont une haine des Russes. Ils sont complètement, si vous voulez, englobés dans le récit pan-islamiste, néo-ottomaniste, qui est utilisé par Erdogan. Et maintenant ces mercenaires, on les trouve en Azerbaïdjan. Alors c'est très étonnant parce que l'armée azerbaïdjanaise est une armée régulière, une armée qui est équipée par du matériel israélien, russe, turc, dernier cri. Pourquoi l'armée azerbaïdjanaise irait importer des mercenaires? Parce qu'on ne parle pas d'un État failli. L'Azerbaïdjan est un État souverain. Donc ça pose un vrai souci, si vous voulez, d'instabilité et je dirais même c'est une politique pyromane aux conséquences funestes pour les équilibres géostratégiques de cette région. Je vais maintenant appeler Cengiz Aktar, qui est présent par Skype, en principe. Est-ce que vous m'entendez? Vous êtes professeur à l'Université d'Athènes et vous êtes à Athènes. Et je voulais vous interroger sur le complexe militaro-industriel turc qui participe à tous ces conflits turcs, parce que l'industrie, ce qui est nouveau, c'est que la Turquie a maintenant une industrie de l'armement qui devient assez importante, et en tout cas plutôt importante dans la région où elle est. C'est pratiquement la seule. Ils fabriquent eux-mêmes leurs propres drones, des drones armés, ils lancent de nouveaux navires de guerre. Comment, professeur Aktar, jugez-vous cette évolution de la Turquie? C'est une réalité réelle, il n'y a pas de souci. La seule chose, c'est que la technologie essentielle est importée à 100%. Donc, c'est vrai qu'on fabrique tout ce qui vole ou tout ce qui est dans les mers, la carcasse, mais tout ce qui est cerveau est importé du Canada, du Royaume-Uni, d'Israël et encore d'autres pays, probablement les États-Unis, l'Italie et l'Espagne. Donc, c'est vrai, il y a un effort de guerre qui dure depuis des années d'ailleurs, mais par exemple, le Canada vient de coller une sanction, a décidé de ne plus exporter les pièces essentielles pour les drones que la Turquie vend à l'Azerbaïdjan et qui sont en train de tuer femmes et enfants dans le Haut-Karabakh. Donc, vraiment, il faut relativiser cette force militaire turque. Et c'est quand même étonnant que autant de pays occidentaux, entre guillemets, acceptent de militariser la Turquie en sachant bien l'usage qu'elle fait de ses armements, que ce soit en Syrie, que ce soit dans d'autres pays, en Libye ou ailleurs, et plus précisément aujourd'hui en Azerbaïdjan ou plutôt en Arménie. J'en profite pour rappeler aux téléspectateurs ce que Mme Merkel a dit il y a quelques jours à peine, il y a une semaine, au Conseil européen, quand on a discuté des sanctions contre Bélarus. Alors, Bélarus, elle a dit, oui, les sanctions sont très importantes pour ceux qui se battent pour la démocratie. Mais elle a tout fait, par ailleurs, pour qu'il n'y ait pas de sanctions contre le régime d'Ankara. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'elle se fiche de tous ceux qui se battent en Turquie pour une société meilleure,
j'irai pas jusqu'à la défense des droits de l'homme. La Turquie est dans un état lamentable en matière de l'état de droit, mais ça confirme ce que vous dites par rapport à la position des pays occidentaux qui exportent allègrement et avec joie des armes à la Turquie. Et Mme Merkel craint aussi peut-être les réactions en cas de sanctions aggravées contre la Turquie. Elle craint peut-être des réactions de sa communauté turque, qui est extrêmement importante. Tout à fait. Ça, c'est 3 millions. Oui, ça c'est vrai. C'est dont 1 million de Kurdes quand même, hein, qui ne se considèrent pas comme Turcs. Mais il y a plusieurs raisons. Il y a le partenariat autant dont les Occidentaux ont une peur bleue que la Turquie tombe dans l'escarcelle de la Russie. C'est déjà fait, mais bon, ils continuent à en avoir peur. Eh bien, ils ont des intérêts économiques. C'est pas capital. Mais il y a quand même à peu près 20 000 sociétés européennes qui travaillent en Turquie. Eh bien, ils ont peur aussi pour les réfugiés, parce que chaque fois, Erdogan les menace pour lâcher les hordes en Europe, et il l'a déjà fait avec la Grèce il n'y a pas très longtemps. Et le plus important, je crois, ça on le dit pas souvent, ils ont une peur bleue que la Turquie implose et qu'elle devienne une nouvelle Syrie. Il y a 83 millions, hein, dont 2 millions sont déjà partis depuis le soi-disant coup d'État de juillet 2016. Et alors, votre livre est intitulé « Le malaise turc ». Est-ce que vous pouvez nous dire, assez rapidement, s'il vous plaît, quel est ce malaise turc? Il concerne quoi? La société, l'homme turc, l'économie? Quel est le... C'est à double tranchant. C'est à double tranchant. Il y a un malaise turc qui concerne les Turcs, les citoyens de la Turquie, mais il y a aussi un malaise turc qui concerne le monde extérieur. Donc quand on parle aujourd'hui des guerres d'Erdogan, il s'agit bien d'un malaise turc, il s'agit bien d'une fuite en avant. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles la Turquie est devenue maintenant un pays belligérant, avec un grand B. Je rappelle le motto de Mustafa Kemal Atatürk, qui a été donc le fondateur de la République il y a presque 100 ans. Son motto, c'était « paix dans le pays, paix dans le monde ». Aujourd'hui, la Turquie, c'est guerre dans le pays, guerre dans le monde. Donc voilà un peu le contenu de ce petit essai d'une centaine de pages qui essaie de voir, de faire comprendre en fait cette société turque complètement tiraillée entre l'État, la nation, la religion, l'Occident et l'Empire. Avec Charalambos Petinos, nous allons maintenant parler d'un autre front ouvert par le président Erdogan, c'est celui de la mer, de Chypre, des alentours, de la réunification. Est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux? L'agressivité de la part de la Turquie est allée crescendo. On utilise volontiers le terme néo-ottomanisme. C'est une facilité de langage en quelque sorte. La Turquie est incontestablement une puissance régionale, mais elle se rêve en puissance mondiale. Déjà au plus fort de ses relations, quand elles étaient encore bonnes, entre guillemets, avec l'Union européenne dans le processus d'adhésion, qui continue toujours, mais il est gelé, la Turquie disait clairement « nous devons nous changer mutuellement pour que l'on puisse travailler ensemble ». C'est-à-dire, quelque part, que l'Union européenne devait adopter le mode de vie turc pour pouvoir travailler ensemble. L'acquis communautaire n'était plus adoptable tel quel, mais il était adaptable d'après les Turcs. Et ils disaient, ils allaient un peu plus loin, si vous nous laissez en dehors, nous constituerons un pôle d'attraction aussi important que celui de l'Union européenne et vous allez trouver devant vous un autre adversaire. Ça, c'est juste pour poser la question. L'autre volet de la politique turque, je pense que fondamentalement, il est présent depuis plus d'un siècle, c'est le nationalisme. C'est le moteur qui fait s'unir la nation turque, si je puis employer le terme nation, parce que la Turquie elle est très diverse au point de vue population.
Et c'est ce que le président Erdogan a réussi à faire, c'est-à-dire la jonction entre un islamisme certain et le nationalisme présent toujours. Et ça s'est exacerbé depuis le coup d'État manqué de 2016. La Turquie considère que dans sa sphère d'influence, Chypre est incontestablement à elle. Voilà, c'est comme ça qu'elle le considère. Maintenant, elle occupe avec 40 000 soldats à peu près le nord de l'île et elle souhaite contrôler tout le reste. Je me retourne à nouveau vers le professeur Akhtar. Professeur, comment toutes ces manœuvres, toutes ces attaques plus ou moins théoriques du président Erdogan sont-elles perçues par l'opinion publique en Turquie? Est-ce qu'il est soutenu dans toutes ces aventures? Alors justement, ça faisait partie de mes 5 points pour résumer un peu la situation. D'abord, il est clair et net que c'est une fuite en avant, n'est-ce pas? Donc, c'est une fuite en avant, ça me rappelle la fuite en avant en 1974 des colonels grecs ou alors des généraux argentins en 82. Ça finit en général mal. Mais c'est suicidaire. Donc, c'est suicidaire et c'est absolument pas pérenne. La Turquie n'a ni les moyens techniques ni les moyens financiers pour se battre sur 5 ou 6 fronts. On parle maintenant de l'Afghanistan. Ils sont prêts à y aller après le départ des Américains. Deuxième point, il a quelque chose comme 50 000 djihadistes sur les bras, hein, qu'on appelle l'armée nationale syrienne. Ces gens-là sont partout et Erdogan, il ne sait pas quoi en faire. Eh bien, il les exporte. Eh bien, il les exporte là où il peut. L'Afghanistan, c'est une des raisons pour lesquelles il est très intéressé. Il les a déjà exportés en Libye, il les a bien sûr en Syrie et même en Afrique noire, subsaharienne, n'est-ce pas? Alors, troisième point, et par rapport à votre question précisément, l'attitude de l'opposition et du public en général. Eh bien, ça oscille entre l'apathie et un soutien ferme. Malheureusement, dans l'opinion publique turque, il y a quelques voix, mais vraiment négligeables, pour dire non à la guerre. Hein, non à la guerre en général. Et ils caressent le public turc dans le sens du poil. Les Turcs adorent ça, qu'il s'agisse de la Libye, de la Syrie, du front égéen ou méditerranéenne, orientale comme occidentale d'ailleurs. Donc, en fait, l'opposition, le soi-disant opposition, le Parti social-démocrate, il est plus royaliste que le roi. Quatrième point, eh bien, nous entrons dans une zone de turbulence extrêmement grave avant et même après l'élection présidentielle. Donc tout peut arriver là pour profiter justement de ce vide qui est de ce trou noir qui existe aux États-Unis, n'est-ce pas? Et ce qu'on vient de décrire par rapport à Chypre, eh bien, c'est une conséquence directe. Donc dimanche, les élections, ils vont tout faire pour que leur candidat arrive en seconde position de façon à l'emporter par tous les moyens au second tour dans le nord de l'île. Et puis finalement, dans la même veine, eh bien, il y a cette poche kurde syrienne au nord de la Syrie qui est restée coincée entre Kobané, voilà, qui est restée coincée entre donc deux zones d'occupation turques et au nord c'est la Turquie bien sûr. Et il y a de plus en plus d'informations et d'alertes par rapport à une attaque à Kobané, ce qui évidemment ne va arranger rien du tout. Voilà, ces 5 points en général par rapport à ce qui est en train de se passer. Mais je répète, je reviens vraiment à mon premier point, tout ça n'est absolument pas pérenne. La Turquie n'a pas les moyens de soutenir autant de fronts, autant de guerres. Ça va vraiment mal finir.
J'aimerais rebondir à ce qu'a dit Oui, le professeur Cengiz Akhtar, Tigran, parce qu'il parle de la pérennité. Il y a une pérennité, il y a quelque chose qui est périn, en fait, si vous voulez, c'est le nettoyage ethnique, c'est la politique de ce qu'on appelle d'ingénierie démographique qui est mise en place par Erdogan, mais aussi par, en général, l'establishment turc, partout où il y a un théâtre d'action. Ça nous renvoie à l'histoire même de la Turquie moderne, telle qu'on la connaît, qui est construite, érigée sur le cadavre de plusieurs peuples. La Turquie, telle qu'elle existe aujourd'hui, la République de Turquie, est construite sur le cadavre du génocide arménien, assyro-chaldéen, grec-pontique, et tout ce déni, si vous voulez, qu'elle entretient, puisqu'elle nie la réalité de ce génocide, l'encourage dans sa fuite en avant ultranationaliste. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Syrie? Pourquoi c'est très grave? Parce que depuis octobre 2019, et même avant, le président Erdogan est animé par une volonté de changer des populations qui ne le plaisent pas. C'est le cas des Kurdes. En octobre 2019, il y a eu une offensive très grave dans la Mésopotamie syrienne, ce qu'on appelle le Kurdistan au nord-est de la Syrie, où les Kurdes ont été chassés en partie, mais aussi les chrétiens qui sont autochtones, les Syriaques, les Arméniens, les Assyro-Chaldéens. Et donc on peut voir aussi le même type de nettoyage ethnique à l'œuvre dans la poche d'Efrin, là où maintenant on recrute les djihadistes pour partir en Azerbaïdjan, où c'était une province historiquement kurde. On a aussi une autre complexité à ce tableau et une bombe à retardement potentiel, c'est le fait que le président Erdogan va chercher des Ouïghours en Chine, dans le Turkestan chinois, qui sont turcophones et qui servent de supplétifs sur place, donc en Syrie. Et ces gens-là, où est-ce qu'ils les logent? Ils les logent donc dans des territoires mixtes où il y a des populations non musulmanes sunnites. Donc on voit qu'on a quelqu'un à la manœuvre qui est en train d'opérer ce qu'on appelle l'ingénierie démographique, c'est-à-dire on déplace des populations, on extermine par plusieurs moyens les populations qui ne lui plaisent pas. Tout cela, c'est quand même assez sophistiqué, tout ce que vous dites. Et c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée, parce que si vous regardez un petit peu dans l'histoire, ce qui s'est passé entre 1915 et 1918 en Anatolie, et même au début du pouvoir kémaliste, comment la Turquie a homogénéisé complètement l'Anatolie, comment elle en a fait un sanctuaire de ce qu'on appelle la turcité, alors que c'était une mosaïque ethno-confessionnelle, grecque, arménienne, kurde, syriaque, etc. Tout cela, en fait, s'inscrit dans la durée et n'est pas du tout quelque chose de transitoire. C'est une politique assez complexe et sophistiquée quand même, qui est menée par le président Erdogan. Ce n'est pas juste des coups de... Qui s'inscrit dans la durée. Oui, et puis elle est très visible. Il y a les pogroms de Constantinople de 1955. Ils ont accusé les Grecs d'avoir posé une bombe devant la maison là où est né Kemal Atatürk à Thessalonique. Et en même temps, ils ont fomenté des soulèvements de la communauté chypriote turque à Chypre, en accusant les Chypriotes grecs d'avoir massacré des Chypriotes turcs, des choses comme ça, ce qui était totalement faux. Et tous les nationalistes turcs se sont soulevés contre tous ceux qui n'étaient pas musulmans, à Istanbul, si vous voulez, Constantinople, on dit nous encore. Et donc, ils ont renvoyé énormément de Grecs. Il y avait encore 100 000 Grecs à Constantinople à cette époque-là. Actuellement, il y en a moins de 3 000. Et ils ont fait la même chose à Chypre. Chypre était un territoire totalement mélangé, 18% de la population chypriote turque, mais des villages mixtes, les villes mixtes, il n'y avait pas de base territoriale pour réclamer une éventuelle cession ou scission du pays, comme à Flandre, même entre la Flandre et la Wallonie, Et là, ils sont rentrés, la partie qu'ils ont occupée, qu'ils occupent toujours, ils ont chassé tous les Chypriotes grecs de cette partie-là, et ils ont obligé les Chypriotes turcs à déménager tous dans cette zone-là, créant deux zones pratiquement homogènes de population. C'est ça. Nous revenons maintenant à l'Arménie et au conflit, au conflit du Karabakh avec l'Azerbaïdjan. Taline Papazian, enseignante au département d'études moyen-orientales de l'Université d'Aix-Marseille, comment voyez-vous les choses évoluer? Est-ce que vous pensez que les négociations, les discussions de paix pourront avoir une chance de succès? En tout cas, une réunion est prévue aujourd'hui à Moscou. Donc, normalement, les deux ministres des Affaires étrangères devraient se rencontrer. C'est un premier pas. Évidemment, on ne peut qu'espérer qu'assez rapidement derrière, il y ait un arrêt des hostilités pour que les discussions puissent reprendre. Mais je voudrais juste quand même revenir très rapidement parce que
Vous avez dit on revient au conflit du Khalapar et vous avez raison, nous y sommes revenus, mais par toutes les discussions que nous avons eues depuis déjà plusieurs minutes, quelques dizaines de minutes peut-être sur votre plateau, vous voyez bien qu'en fait justement ce conflit, le cadre traditionnel je dirais de ce conflit va largement au-delà d'une opposition entre les Arméniens du Khalapar et l'Azerbaïdjan. On voit bien aujourd'hui que ce qui est en jeu, c'est quand même sur un échiquier régional, les systèmes de sécurité internationale qui sont derrière, donc avec la Turquie, partenaire de l'OTAN, avec la Russie d'un autre côté, et la relation compliquée que la Russie entretient avec l'Union européenne depuis la fin de la période soviétique. Et il faudra nécessairement, si vous voulez, dans un retour à une situation plus apaisée et à des discussions, de prendre en compte ces évolutions du conflit du Khalapar dans cette dernière guerre, dans la guerre qui est en train de se jouer aujourd'hui, qui est aussi une guerre une guerre qui s'inscrit pour l'Arménie dans un échiquier de sécurité internationale, très clair, avec cette présence des mercenaires. Vous avez cité nos différents interlocuteurs sur le plateau ou hors plateau, ont cité tous les pays qui étaient concernés, j'en ajouterai un seul, le Pakistan. Donc vous voyez qu'on est dans une configuration géopolitique et géostratégique beaucoup plus large que Arménie et Azerbaïdjan. On a vu sur l'écran là, votre ouvrage, l'Arménie à l'épreuve du feu. Pensez-vous qu'il soit possible de revenir au statu quo ante, là, en ce qui concerne le Haut-Karabakh ? C'est très difficile de vous parler aujourd'hui en termes purement militaires, parce qu'évidemment, la donne militaire et quelle sera la situation au moment où les hostilités seront finalement arrêtées sera un élément important. Maintenant, si on doit s'en tenir à ce qui est enregistré depuis 12 ou 13 jours en termes de violation du droit humanitaire, en termes de ciblage des populations civiles, en termes de destruction des édifices religieux ou architecturaux qui sont au Khalapar, donc la cathédrale de Chouchi a été ciblée hier, ça me paraît très compliqué de pouvoir envisager un retour au statu quo ante d'avant le 27 septembre. On va avoir affaire à une nouvelle donne politico-diplomatique. Monsieur Akhtar, de l'Université d'Athènes, revenons vers vous. Je voulais vous demander si, après ce que vous avez dit tout à l'heure, quelles sont les échéances maintenant politiques importantes pour Erdogan ? Eh bien, est-ce qu'il y aura des élections? C'est la grande question. Vous savez, c'est un régime qui est tellement pourri, dans tous les sens du mot, n'est-ce pas, à violer la Constitution, les lois qui existent. Je veux dire, c'est vraiment le pourrissement général. Eh bien, ce régime ne partira pas avec des élections. Moi, je soutiens ça depuis des années. Il y a de plus en plus de gens, d'observateurs politiques en Turquie qui se posent maintenant cette question. Alors, normalement, l'échéance politique normale, c'est en 2023. Mais Erdogan, je répète, ne voudra jamais quitter le pouvoir comme ça, parce que le jour où il quitte le pouvoir, eh bien, dans l'après-midi, il est devant les tribunaux, sinon en prison. Donc, l'opposition gesticule, mais elle n'a strictement aucun programme pour contrer ce que le pays est en train de subir et le régime est en train d'imposer à la Turquie. C'est pourquoi je parle d'implosion. On est vraiment, depuis quelques années d'ailleurs, surtout depuis le soi-disant coup d'État de 2016, eh bien, devant une espèce de calme mal géré, dépressif avant la tempête. Ça viendra tôt ou tard. Donc, Est-ce que la dégradation de la situation économique pourrait entraîner une hausse du mécontentement? Moi, je pense qu'il y a deux facteurs essentiels. Donc, l'économie est par terre. Et on ne voit pas le bout. La Turquie est un pays très dépendante de ses exportations vers l'Union européenne, mais surtout l'Union européenne, n'est-ce pas, à l'échelle avec les chiffres de l'année dernière, 138 milliards d'euros quand même, c'est le volume général et qui est bénéfique à la Turquie, n'est-ce pas? Et rien ne marche, économiquement parlant. Il y a un chômage colossal. Et puis, et les aventures extérieures. Alors, les aventures extérieures, je répète, elles vont finir toutes
mais toutes, sans exception, par se casser la gueule. La Turquie ne pourra jamais rester, devenir, n'est-ce pas, pérenne dans le Caucase, hors de question. Il peut toujours fricoter avec Bakou. La Turquie ne pourra jamais ethniquement nettoyer le nord de la Syrie, jamais. C'est pas tôt ou tard, elle va s'en aller. La Libye, c'est pareil. Eh bien, sur le front méditerranéen et égéen, il y a le facteur France, d'ailleurs, très important, et le facteur Union européenne. Donc, elle est coincée. Alors tout ça, c'est vraiment un ingrédient. Enfin, c'est un cocktail absolument mortel, je dirais, pour le régime. Donc, qui va s'effondrer tôt ou tard. Hein. Tigran Yegavian, est-ce que vous participez, est-ce que vous partagez plutôt cette idée ? À l'évidence, on n'a pas encore assez parlé de la lâcheté de l'Union européenne et du rôle de l'OTAN. Enfin, il y a deux choses à dire à ce sujet. Déjà, le président Macron est dorénavant un vrai rival stratégique de la Turquie. On l'a bien vu en Libye, on l'a vu dans l'affaire aussi du Liban, puisque la France a des intérêts au Liban et elle a en face d'elle donc un président Erdogan qui est pressé d'en découdre et qui s'est engagé à participer à la reconstruction du port de Beyrouth et qui est en train de naturaliser par milliers des Libanais sunnites de la région du nord de la Bekaa, où il y a beaucoup de Libanais sunnites d'origine turcomane. Alors là aussi, on retrouve cette dimension opportunistique, parce qu'il y a 10 ans, qui savait qu'il y avait au Liban, en Syrie, des Arabes d'origine turque, ou d'origine turcomane. Tout cela participe... Parlons le turc ? Qui parlent un dialecte proche du turc, oui, qui sont détenus en fait au Rouz, ou qui étaient déjà là. Ou alors on a aussi une petite minorité de Libanais qui viennent de l'île de Crète, qui sont turcophones, qui étaient d'origine turque. Donc tout ça participe au fait que vous avez un État, la Turquie, qui, via ses ambassades, via ses services de renseignement, via son agence de développement, la TICA, poursuit une politique d'influence au Liban, mais aussi en Afrique, puisque au Soudan, la Turquie a une base en mer Rouge. Elle a acheté pour 100 ans donc, une île stratégique pas très loin de Djibouti, hein, donc c'est quand même une voie stratégique majeure. Elle a une base aussi au Qatar. Elle a des intérêts en Somalie, donc État failli, mais aussi sur une zone stratégique. Et donc tout ça provoque une véritable tension au sein même du monde arabo-musulman, puisque vous avez aussi un front turc dans le monde arabe, qui est porté par l'Égypte et en moindre mesure l'Arabie saoudite. Hein. J'invite vos téléspectateurs à comprendre que ce qui se passe au Karabakh n'est pas un conflit de civilisation ou une guerre de religion entre Arméniens chrétiens et Turco-Azyris musulmans, puisque la Ligue arabe soutient en quelque sorte la position arménienne. Pour ce qui est de l'Europe, pour ce qui est de l'OTAN, déjà, Macron est bien seul, puisque j'ai cru comprendre qu'il n'y a que 8 États qui soutiennent Macron depuis l'affaire libyenne. Donc sur 30 États, 8, je comprends qu'il y en a 22 qui ne sont pas avec Macron, ce qui est très inquiétant. Et puis, ce qu'on voit aussi au niveau européen, on ne le dit pas, il y a un véritable scandale. L'Europe donc se baisse par rapport au chantage d'Erdogan, le chantage aux migrants, et l'Europe continue à arroser, entre guillemets, à asperger la Turquie dans le cadre des fonds structurels pré-adhésion, puisque la Turquie est toujours officiellement candidate à l'entrée à l'Union européenne, et à ce titre, elle reçoit de l'argent de Bruxelles. Et donc il y a une vraie enquête à mener là-dessus. Et si vous voulez, dans notre imaginaire, ça nous renvoie à un esprit munichois. Un esprit munichois, parce que comprenez bien, les Turcs ne vont pas s'arrêter là. Ils peuvent très bien ouvrir un nouvel incendie demain en Macédoine, en Albanie, en Bosnie-Herzégovine, où ils ont des intérêts et une vraie influence. Est-ce que vous avez une solution à proposer ? Quelque chose de simple et qui stopper Macron, stopper Erdogan, et surtout stopper Erdogan, mais surtout comprendre que le multilatéralisme, ce n'est pas seulement un effet de mode, c'est pas que le président Macron avait une vraie fenêtre de tir du fait du retrait américain dans la région. Il est indispensable, il est vital que l'Union européenne se réveille, sorte de sa torpeur, parce que, je le disais dans mon livre, dans Minorité d'Orient, l'histoire se répète inlassablement. Vraiment, c'est tragicomique, je veux dire. On est vraiment dans une répétition de l'histoire, et c'est toujours la même émotion de la part des opinions publiques et le même cynisme matinier de réel politique de la part des principales puissances occidentales. Oui, mais là, par exemple, pour le cas des millions de réfugiés qui sont actuellement en Turquie et qui servent en quelque sorte de bouclier ou de monnaie d'échange éventuelle dans les négociations avec l'Union européenne, que proposez-vous d'en faire ?
Déjà, il y a aussi une certaine inconscience de la part un certain manque, si vous voulez, d'anticipation du problème, parce qu'il y a beaucoup de réfugiés, certes, en Turquie. Ça arrange tout le monde. On est vraiment dans le court-termisme, on navigue à vue, on fait l'autruche, mais il y a aussi beaucoup de réfugiés au Liban et syriens. Et ces réfugiés-là posent un vrai problème existentiel sur l'avenir même de ce petit pays qu'est le Liban, qui est aujourd'hui complètement effondré. Et je crois qu'on a tourné les regards ailleurs. Et il y a une responsabilité historique de la part des principaux dirigeants européens sur ce dossier. Oui, mais il faut quand même essayer aussi de voir en avant que peut-on faire dans le court terme. Nous sommes dans le court terme, évidemment, face à des crises de cette ampleur, et il n'y a pas des hommes politiques qui ont réfléchi déjà depuis des années. Il n'y a pas d'hommes politiques, mais il y a un rapport de force. Oui, il y a un rapport de force. Et le rapport de force, Erdogan sait s'en servir, parce qu'il ne comprend que ça. À la Turquie, non, mais on peut, comme on dit dans le gaz, on peut couper les vannes des subventions. On peut effectivement faire une pression plus on va dire, conséquente sur la Turquie. Vous savez, à l'époque ottomane, les Ottomans avaient été en position de faiblesse. On parlait de l'homme malade de l'Europe, mais ils avaient cette puissance, cette finesse, ce talent diplomatique de jouer plusieurs cartes en apparence contradictoires et de bien jouer sur les divisions de leurs rivaux, ce qui a permis à l'Empire ottoman de subsister jusqu'en 1918. Et on a l'impression que Erdogan s'inscrit un petit peu dans cette logique. Il évoque, enfin, en tout cas dans notre imaginaire aussi, le sultan Abdulhamid. Il y a quelques points de convergence qu'on peut étudier, effectivement. Eh bien, écoutez, il me reste à terminer cette émission, non pas parce que nous avons tout passé en revue et trouvé des solutions miracles pour mettre fin à tous ces conflits, mais dans l'espoir de nous retrouver prochainement, peut-être dans quelques semaines, pour refaire le point, notamment à propos de l'Arménie et de voir comment la situation aura évolué au Karabakh. Alors, je vous remercie Tigrane Yegavian d'avoir bien voulu participer à cette émission, dont vous avez eu également l'idée, et je vous en remercie. Et je vous remercie également, professeur Charalambos Petinos, historien, auteur de Chypre face au néo-ottomanisme de la Turquie d'Erdogan. Je remercie à distance à Aix-Marseille Taline Papazian, qui est enseignante au département d'études moyen-orientales de l'Université d'Aix-Marseille et auteur d'un livre qu'on a vu tout à l'heure, L'Arménie à l'épreuve du feu, dont je recommande donc également la lecture aux éditions Karthala. Et je remercie à Athènes Cengiz Aktar, professeur à cette université, professeur de sciences politiques et auteur d'un livre bien nommé « Le malaise turc » aux éditions Empreinte. C'est un livre qui est apparu en France, évidemment. Merci beaucoup pour votre attention et à une prochaine émission.